Salut! Dans cette présentation, on va essayer d'entamer un cours qui concerne la plateforme J2E. Tout d'abord, on va essayer d'introduire c'est quoi J2E et par la suite, on va essayer de décrire l'architecture d'une application J2E ainsi que ses composantes. Alors, on peut définir J2E comme étant une norme pour le développement des applications d'entreprise. Et je peux citer comme applications d'entreprise des projets de santé, des projets de gouvernement, des applications bancaires, des applications de finance, etc. Ce genre d'applications, ils sont de nature complexe et ils ont une forte ou bien de fortes exigences en termes de sécurité, scalabilité, disponibilité et maintenance. Donc J2E aussi, il décrit en fait une sorte de plateforme, donc un ensemble d'API et de technologies qui sont mises en place, bien sûr pour la construction d'applications de tête. Ça veut dire des applications robustes, sécurisées, distribuées et scalables. Je peux aussi concevoir J2E comme étant un ensemble d'API, ou bien de spécifications d'API interopérables. Ces spécifications essaient de répondre à de nombreuses préoccupations dans le développement des applications, telles que le développement web, la persistance des données, la construction d'applications web services, surtout via l'API REST, la gestion du cycle de vie des composantes et la sécurité applicative. Et en effet, ces spécifications d'API sont créées, si vous voulez, et gouvernées par une communauté qu'on appelle la Java Community Process. C'est une sorte d'organisation dont le but est de coordonner l'évolution du langage Java et des technologies qui lui sont associées. Et en effet, ces spécifications, plutôt la GCP, c'est elle qui joue le rôle, si vous voulez, d'unité de validation dans ce qu'on appelle des requêtes Java, mais les requêtes de spécification Java. Et ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est la GCP qui lance des requêtes pour pouvoir donner naissance soit à une nouvelle API, soit pour mettre à jour, si vous voulez, une API qui est déjà existante. Donc cette requête, elle est nommée, si vous voulez, ça représente en fait ce qu'on appelle la Java Specification Request, la GSR. Et à cette requête, normalement, les développeurs de la communauté GCP vont répliquer pour pouvoir fournir à la fin, si vous voulez, une spécification. Donc ils vont développer une spécification qui sera étudiée bien sûr par les GCP pour qu'ils puissent la valider. Donc une fois validée, on va générer ce qu'on appelle une release ou bien une version. Et normalement, c'est cette version-là qui sera implémentée par différents types par différents fournisseurs de solutions J2E. Donc ces fournisseurs, ils peuvent être, si vous voulez, proposer des solutions qui sont open source ou bien des solutions qui sont propriétaires. Donc un exemple, supposons que dans Java 8, ou bien J2E 8, on veut intégrer, si vous voulez, ou bien prendre en charge la technologie du WebSocket. Dans ce cas, la GCP va créer ce qu'on appelle une GSR, donc une requête de spécification Java. Et cette requête, en fait, donc va être, si vous voulez, répliquée, si vous voulez, par des développeurs de la GCP qui vont essayer de fournir une spécification. Et lorsque je dis spécification, donc un modèle, bien des modèles, des conceptions, bien sûr selon le génie logiciel. D'accord? Donc, ils vont fournir, si vous voulez, la spécification qui va être par la suite validée par le GCP pour donner naissance, comme j'ai dit, à une release. Et vu qu'il s'agit ici d'une nouvelle API, donc tout simplement, ça fera l'objet, si vous voulez, de la version initiale, ça veut dire la version 1.0. Et cette version-là, ça décrit donc toutes les spécifications nécessaires pour pouvoir implémenter cette API-là, qui sera bien sûr implémentée, comme j'ai dit, par des fournisseurs bien particuliers, donc des fournisseurs qui fournissent, si vous voulez, des solutions J2E, donc tels que Oracle, etc.
Une fois cela est réalisé, bien sûr, comme j'ai dit, voilà, donc les serveurs applicatifs ils peuvent, si vous voulez, prendre en charge cette API ou bien l'utiliser. Et en effet, je peux compter jusqu'à 35 API qui sont fournis par J2E dans sa version 8. Je peux trouver par exemple un sous-ensemble d'API qui assiste, si vous voulez, le développeur dans la création des applications web. Par exemple, je peux trouver l'API GSF, JAX-RS, GSTL, GSP, Servlet, WebSocket. Donc, je peux aussi trouver les API qui permettent d'accéder et de gérer des composantes G2E, telles que l'API CDI et l'API Expression Language, et aussi Bean Validation. Aussi parmi les API qui sont fournis par J2E, donc il y a par exemple GPA, qui permet en fait le mapping relationnel objet. Donc c'est l'API qui se charge de la persistance, si vous voulez, des données. Je peux aussi trouver des API qui permettent de communiquer, bien de réaliser, si vous voulez, des communications entre applications via des messages, donc tels que l'API GMS. Je peux aussi trouver l'API EGB, Enterprise Java Bean, qui permet en fait si vous voulez, d'implémenter des services métiers, et ainsi de suite. Donc il y a aussi l'API JSON qui permet de JSON-B, JSON-P, qui permet en fait plutôt qui permettent si vous voulez, de créer et de gérer le cycle de vie, si vous voulez, des objets JSON. Donc, qui permettent les opérations de sérialisation et désérialisation, synchronisation et tout. Et donc, comme j'ai dit, je peux compter jusqu'à 35 API qui sont fournis, bien sûr, par J2E dans sa version 8. Donc, il y avait des améliorations. Donc, ce qui est nouveau, si vous voulez, dans J2E 8, donc il y avait la modification de GSF qui a donné naissance à la version GSF 2.3, CDI dans sa version 2.0 et ainsi de suite. Mais aussi il y avait introduction de nouvelles API, donc comme JSON-B et Security 1.1.0. Voilà. Maintenant, on arrive à l'architecture des applications J2E. Donc on peut dire que J2E utilise un modèle distribué multitiers pour ses applications d'entreprise. Et donc bien sûr la logique applicative est divisée en plusieurs composantes, bien sûr selon leur fonction, bien leur rôle. Ces composantes, elles sont installées sur des machines différentes selon le tiers auquel elles appartiennent. Et c'est là en fait l'aspect distribué, si vous voulez, des applications J2E. Donc on constate qu'il y a le tiers client, donc qui englobe, si vous voulez, les composantes clients. Bon, ces composantes, ça peut être des applications autonomes ou bien tout simplement des clients web, tels que les navigateurs par exemple. On peut remarquer aussi qu'il y a les composantes web. Normalement, ce sont si vous voulez, les composantes qui assurent l'interfaçage avec le client. Donc il y a aussi les composantes métiers. Ce sont en fait des composantes spécifiques chargées des traitements, si vous voulez, des données qui sont propres à un secteur d'activité. On parle alors de la logique métier. Ces composantes aussi assurent l'interfaçage avec les bases de données. On arrive au dernier tiers, si vous voulez, normalement qui représente, si vous voulez, l'infrastructure système de l'entreprise. Donc c'est là où on trouve, si vous voulez, les systèmes de gestion de base de données, les ERP et les mainframes, si vous voulez, de traitement des transactions. Et pour résumer, on peut dire qu'une application J2E est une application qui est basée sur des composants.
ces composantes ils peuvent être installés sur des machines différentes. Donc, par exemple, les composants clients peuvent être installés sur les machines clientes. Les composants web et les composants métiers peuvent être installés sur des serveurs G2E, ou bien des serveurs applicatifs. Et les composants du système d'information de l'entreprise aussi peuvent être installés sur des serveurs physiques dédiés. Aussi, ces composantes peuvent être regroupées, si vous voulez, en des ensembles. Et chaque ensemble peut traiter, si vous voulez, une fonctionnalité bien particulière. Et le fait de séparer entre ces fonctionnalités, ça permet de dire tout simplement que les applications G2E sont de nature des applications qui sont modulaires. Cette modularité apporte beaucoup d'avantages, surtout en termes d'extensibilité. Donc c'est facile d'ajouter, comme j'ai dit, des modules à une application J2E. Aussi, parmi les avantages qu'apporte la modularité, donc il y a la maintenance. Donc la maintenance, ça devient une tâche facile et aisée. Et pour l'aspect distribué, si vous voulez, des composantes G2E, aussi, ça permet d'apporter beaucoup d'avantages. Donc, en termes de disponibilité des applications G2E, en termes de la mise en échelle, bien la scalabilité, et aussi en termes de tolérance aux pannes. Alors, on arrive à un exemple d'architecture typique pour une application J2E multi-tiers. On distingue 3 tiers, le tiers client, le middle tiers, bien le tiers serveur et le tiers système d'information de l'entreprise. Le client va devoir solliciter des services depuis le tiers serveur. Ce dernier, bien sûr, va se charger de, si vous voulez, de traiter des données qui vont provenir, bien sûr, du tiers système d'information de l'entreprise, si nécessaire, bien sûr. Si le client est une application autonome, donc il va devoir demander, si vous voulez, son service depuis le tiers métier, bien le tiers EGB. Et si le client en fait est un client web ou bien un navigateur, donc ce dernier devra passer par les composantes web, serveurs, qui se chargeront bien sûr de traiter sa requête en sollicitant le service depuis le tiers EGB et en lui présentant en final, si vous voulez, le résultat dans un format web. Le tiers EGB, une interface frontale en fait pour accéder aux données depuis bien sûr le système d'information de l'entreprise. Alors maintenant, si je veux prendre connaissance, si vous voulez, des API voilà, qui seront utilisées, mais qui sont utilisées au niveau d'une application J2E multi-tiers. Donc, je peux constater par exemple qu'au niveau du tiers web, on pourra utiliser les API GSP, Servlet, GSF, etc. Pour le tiers EGB, donc je peux utiliser l'API EGB tout simplement, bien les composantes EGB. Pour communiquer bien sûr avec les sources de données et surtout avec les systèmes de gestion de base de données, donc je peux utiliser l'API JDBC. Aussi, je peux utiliser GPA. Donc pour la persistance en fait des données et pour le mapping relationnel objet. Je peux utiliser aussi des connecteurs G2E spécifiques pour pouvoir interagir, si vous voulez, avec des sources de données depuis le système d'information de l'entreprise, tels que les ERP, les mainframes, etc. Dans le cas, par exemple, où j'ai une application autonome, client, dans ce cas, la communication va s'effectuer via l'API RMI, en exploitant bien sûr le protocole RPC, etc., RPC IOP. Et bien sûr, la localisation aussi des services, via des EGB en général, donc va s'effectuer via l'API GNDI, via GNDI. Je peux avoir aussi comme client donc un client REST, un client web service REST, et dans ce cas on va exploiter le protocole HTTP pour communiquer bien sûr avec les composantes web, et dans ce cas on va utiliser l'API
JAX RS. Toujours pour gérer par exemple les transactions, donc on va devoir aussi utiliser l'API GTA, les transactions au niveau bien sûr des bases de données, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal d'API que je peux, comme j'ai dit, utiliser au niveau d'une application multitière J2E. Et ces API en fait, ils sont, si vous voulez, dispatchés sur 10 tiers et permettent, comme j'ai dit, d'assurer des rôles bien spécifiques. Donc ces rôles, ça peut être des rôles de présentation, des rôles d'implémentation de services métiers, des rôles d'accès à la base de données, des rôles de sécurité, etc. Alors, pour déployer une application J2E dans un serveur applicatif, donc on doit en fait l'empacter dans un ou plusieurs unités standards. Chaque unité contient des composantes fonctionnelles, par exemple des EGB, des servlets, des GSP, etc. Et optionnellement un fichier de configuration, bien un fichier de description de déploiement. Généralement, une application J2E est délivrée dans une archive JAR, soit aussi dans une archive web, ou bien dans une archive d'entreprise YAR. Et c'est possible d'assembler plusieurs modules archivés pour pouvoir utiliser bien sûr leurs composantes, sans nécessiter, si vous voulez, de faire plus de codage. Alors, parmi les modules que peut assembler une application J2E, donc il y a le module EGB qui contient en fait les fichiers classes pour les EGB et aussi optionnellement un fichier de description de déploiement au format XML. Ce genre de modèle, normalement, il est livré, ou bien empaqueté, si vous voulez, dans une archive avec l'extension .jar. Il y a aussi le module web, normalement, qui va contenir, bien sûr, les fichiers classes des servlets, aussi, il va contenir, bien sûr, les pages web, les pages GSP, et optionnellement le descripteur de déploiement web.xml. Ce genre de module, il est archivé dans un fichier avec l'extension .war. Il peut y avoir aussi donc le module d'application client qui va contenir tout simplement les fichiers classes de l'application client. Et aussi le module adaptateur de ressources qui va contenir bien sûr toutes les interfaces Java, les classes, les librairies natives et aussi le descripteur de déploiement de l'adaptateur de ressources. Et ce genre de module est livré le plus souvent avec l'extension plutôt il est livré dans une archive qui porte l'extension .rar. Alors, je peux avoir aussi dans une application J2E qui englobe un ensemble de modules, donc un dossier meta-inf qui va contenir aussi optionnellement un fichier de configuration de l'application J2E. Donc c'est un fichier au format XML et qui va contenir en fait tout simplement la description du module qui seront incluses, bien, qui vont être utilisées par cette application. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. C'était juste une introduction à la plateforme J2E. Et ben, je vous remercie pour votre attention.